population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Bonsoir. De plus en plus, ici et ailleurs, les pathologies neurologiques défraient la chronique et il importe d'en parler de temps en temps afin d'aider les populations à les connaître pour les prévenir. Il y a 2 semaines, nous avions déjà évoqué la question des maladies des nerfs en général, la question des maladies des nerfs, leurs causes, symptômes, prévention et solutions curatives, en compagnie, bien sûr, d'un neurologue, un éminent neurochirurgien, pour être précis avec les choses, professeur Thierry Alikhonou, qui nous avait entretenu, entre autres sujets, de l'épineux problème du nerf sciatique. Aujourd'hui, il va évoquer une autre pathologie relative au nerf, l'hydrocéphalie. Oui, l'hydrocéphalie. Qu'est-ce à dire ? De façon classique, quelles en sont les causes, les manifestations et surtout les précautions préventives à prendre. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Bonsoir à nouveau, professeur Thierry Alikhonou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Béard. Comment vous allez ? Je vais très bien. Eh bien, il y a 15 jours, on s'était croisés dans ce studio de Radio Cotonou, naturellement. Oui. Bien sûr. Je vous remercie de me recevoir à nouveau. Merci, bien entendu. Et il ne sera pas superflu qu'on vous demande à nouveau de vous présenter, simplement parce que, eh bien, ceux de nos auditeurs qui étaient à l'écoute il y a 15 jours ne sont peut-être pas à l'écoute aujourd'hui, ou alors il y a d'autres qui veulent rebiffer, comme on le dit. Alors, je suppose que ça ne vous gêne pas de nous tracer très brièvement votre parcours, vos expériences, etc., etc. Professeur, c'est à vous. Merci bien. Bon, je suis, comme vous l'avez dit, neurochirurgien. Après ma formation médicale, ma formation en spécialité de neurochirurgie, je suis rentré à Cotonou en fin 2012. Et donc, depuis ce moment, j'exerce la neurochirurgie, d'abord au CNHU-HKM de Cotonou, ensuite à l'hôpital de Porte-Novo, et de nouveau à Cotonou, je suis à la clinique universitaire de neurochirurgie du CNHU-HKM depuis 2019 maintenant. Et donc, avec les collègues, nous nous occupons des pathologies neurologiques qui nécessitent un geste chirurgical, pour résumer. Voilà. Absolument. Je suppose donc, je présume que vous êtes pétri d'expérience en ce moment dans votre domaine médical. Bon, une dizaine d'années d'expérience. Absolument. C'est un peu plus de absolument. Très bien. Alors, les maladies des nerfs, je crois que il y en a beaucoup. Oui. Je crois que il y a 15 jours, nous en avions survolé un peu, mais nous avons mis le doigt quand même sur une maladie neurologique qui, quand même, défraie la chronique, si je peux me répéter. Il s'agit des problèmes de la sciatique, oui. Des problèmes du nerf sciatique. Je ne veux pas vous dire qu'aujourd'hui, on va peut-être revenir dessus parce que nous avons un thème précis pour cette émission ce soir. Et il s'agit, bien sûr, de l'hydrocéphalie. Oui. Alors,
qu'est-ce à dire l'hydrocéphalie, professeur? Ok. Alors, pour faire simple, on va prendre le nom lui-même, le terme hydrocéphalie, et le découper en deux. Il y a une partie qui concerne l'eau et une partie qui concerne la taille de la tête ou la grosseur de la tête, on va dire. Yes, donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par chez l'enfant avant 2 ans qui n'a pas encore soudé sa tête. J'essaie d'utiliser des termes très simples. Donc, qui n'a pas encore soudé sa tête. Quand nous avons tous naturellement des cavités dans la tête qui contiennent de l'eau, qu'on appelle liquide cérébrospinal. Et ces cavités, pour diverses raisons, peuvent grossir parce qu'il y a un trop plein d'eau. Et chez l'enfant qui n'a pas encore soudé les os de sa tête, cette tête-là a la possibilité, ce crâne a la possibilité de grossir, s'espandre et on peut avoir parfois des têtes en griffes monstrueuses. Ah oui? Oui. Un peu grosse tête, comme on le dit. Très, très grosse tête parfois. Ah bon. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a à voir avec votre domaine? Qu'est-ce que ça a à voir avec les nerfs? Est-ce que ce sont les nerfs qui... Cette affection n'est pas directement... On ne va pas directement la qualifier d'affection des nerfs, mais plutôt ça peut détruire la commande, si vous voulez, de ces nerfs-là. Parce qu'en fait, quand il y a un trop plein d'eau dans le crâne, cela abîme le cerveau. Parce qu'il y a la pression sur le parenchyme cérébral, le tissu cérébral, qui va se retrouver laminé. Et forcément, s'il est laminé, il ne jouera plus son rôle. Donc on va avoir des enfants qui sont vivants, mais qui ne peuvent pas se développer normalement comme tous les enfants qui n'auraient pas ce problème. À vous entendre, professeur, on peut croire que cela concerne seulement les enfants, ou bien est-ce que les grandes personnes peuvent aussi souffrir? Non, tout le monde peut faire une hydrocéphalie. Alors, en majorité, c'est les enfants parce que c'est surtout eux que ça concerne, mais on peut faire de l'hydrocéphalie à l'âge adulte aussi, pour diverses raisons. Donc, quand on en arrivera aux raisons, je vais peut-être mieux expliquer ça. Oui, puisque tout de suite, là, je suis tenté de vous demander comment est-ce que ce mal arrive-t-il? Comment est-ce que ça arrive? Et puis, je vais essayer d'expliquer un peu. Oui. Grosso modo, l'eau qui se trouve dans la tête s'y trouve comment et pourquoi et comment ça fonctionne. Oui. Alors, dans les cavités dont je parlais, on va dire dans les poches qui se trouvent au niveau à l'intérieur du cerveau, il y en a 4. Oui. Donc, il y en a les deux premiers qu'on appelle les ventricules latéraux. Les poches, en fait, sont appelées des ventricules. C'est ça. Il y a, en dessous de ces deux, il y a un troisième qui est au milieu. C'est ça. Qui est seul. Et il y a un dernier qu'on appelle le 4e ventricule. C'est ça. Et donc, entre toutes ces poches, il y a une communication. Ah oui? Oui. Absolument. Et donc, dans ces poches, il y a des structures qui vont fabriquer l'eau. Oui, oui. Ça fait naturellement comme ça. Donc, ces structures vont produire de l'eau. Vous avez dit naturellement, vous avez dit. Naturellement. L'homme est conçu comme ça. Voilà. Créé comme ça. Donc, à chaque heure, ces structures-là fonctionnent et continuent de produire de l'eau. Ah oui. Et cette eau va circuler d'une cavité à l'autre jusqu'à sortir de ce système de cavités et se retrouver maintenant dans la colonne vertébrale. Il y a une communication. C'est ça. Et donc, baigner à l'intérieur cette eau va baigner toute la colonne vertébrale et toutes les structures du crâne. Et il y a aussi d'autres structures qui vont absorber cette eau. Parce que si les structures qui fabriquent l'eau continuent de le faire et que cette eau n'est pas absorbée quelque part, vous comprenez qu'il y a un trop plein d'eau à un moment donné. C'est ça, absolument. C'est un peu comme un lavabo dont vous fermez le siphon et que vous laissez le robinet ouvert. Il va se remplir jusqu'à un moment donné, il va déborder. C'est exactement ce qui se passe dans l'hydrocéphalie. Quand vous voyez, on parle de la dynamique de ce liquide. La dynamique, c'est la production, la circulation et la résorption. Ce sont les 3 éléments qui font que l'être se développe
en toute quiétude, sans trouble neurologique, quand on n'a pas d'hydrocéphalie. Donc, quand on a ce qui aboutit à l'hydrocéphalie, c'est qu'il y a un problème au niveau de ces 3 éléments. Le premier peut être, soit il y a un excès de production d'eau, d'accord? Même si les structures qui sont chargées de résorber cette eau font leur travail, si la quantité qui est sécrétée est trop importante, eux, ils n'auront pas le temps de récupérer l'eau suffisamment à temps. Donc, le lavabo, il va toujours déborder. C'est ça. Le deuxième problème, il peut y avoir un obstacle à la circulation de cette eau, à n'importe quel endroit du circuit. S'il y a un obstacle, l'eau ne pourra plus être résorbée et va continuer d'être sécrétée. Donc, il y aura un trop-plein. De la même façon, les structures qui sont chargées de résorber cette eau peuvent dysfonctionner, donc ne vont pas fonctionner. Et en ce moment, la production se continuant, la résorption ne se faisant pas, il y aura un trop-plein d'eau. Donc, quand il y a un souci sur ces 3 éléments, ça va aboutir à une trop grande quantité d'eau. Et le seul moyen, c'est que les poches là, les cavités là, vont se dilater. Quand c'est chez l'enfant qui n'a pas soudé les os de sa tête, la tête va grossir. Quand c'est l'enfant qui a déjà soudé, comme chez l'adulte où de toute façon la tête est soudée déjà, il va se produire ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur de la boîte crânienne sera trop élevée et la personne va présenter des signes que nous on est capable de reconnaître. Et pour mettre le doigt sur là où il y a le problème, on est amené à faire un examen complémentaire, une imagerie, un scanner, une IRM, ou chez les enfants dont les os ne sont pas encore, dont la fontanelle est toujours ouverte, on peut faire une échographie par là pour se rendre compte de la dilatation de ces cavités. C'est cela. Et on pose le diagnostic et on propose un traitement à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Alors, je suis tenté de vous demander, dans ces conditions-là, parce que j'ai demandé tout à l'heure, comment est-ce que ce mal arrive-t-il ? Alors, voulant parler des causes, par exemple, parce que apparemment, selon ce que vous avez dit, il semble que c'est naturel. Mais il me semble qu'il doit y avoir aussi des causes externes, c'est-à-dire, par exemple, parce que vous avez parlé d'enfants. Alors, est-ce que la maman, à l'origine, est-ce que la maman a manqué, par exemple, de prendre certaines précautions, voyez-vous, d'ordre infantile, et c'est ce qui a amené ça, ou bien au moment de laver l'enfant, de laver le bébé, la maman a manqué de prendre telle ou telle précaution, et c'est ce qui a peut-être amené ça, parce que, bon, moi je vois, dans ce sens-là, des causes extérieures ou externes, si vous voulez, en dehors des causes naturelles, comme vous avez dit. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des causes externes, professeur ? D'accord. En parlant de naturel tout à l'heure, c'était pas les causes. Là, je me suis un peu appesanti sur comment se faisait ou comment on aboutissait à l'hydrocéphalie. Oui, c'est vrai. Mais en fait, les causes intrinsèques, elles sont de plusieurs ordres. Vous pouvez avoir... La maman n'a rien à voir à tout temps. C'est ça. Il y a une seule chose qu'elle peut faire, mais ce n'est pas qu'elle, c'est tout l'entourage qui est concerné. On va revenir là-dessus. Mais il peut s'agir d'une tumeur cérébrale, par exemple. Une tumeur des structures qui sont chargées de produire l'eau. Ces structures, lorsqu'il y a une tumeur qui se développe à leur niveau, ça va aboutir à une hypersécrétion du liquide. C'est ça. Ok, donc il va y en avoir trop. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Il faut savoir que toute cette eau qui est produite et qui est résorbée, ce cycle-là est fait 3 fois dans la journée. En 24 heures, il y a au moins 3 fois que l'eau est sécrétée et résorbée. Ça. Donc, à 8 heures, par exemple, vous n'aurez plus la même eau à midi ou à 18 heures, ou voilà. Toutes les 8 heures, vous n'avez plus la même eau. Parce que ce qui a été sécrété à un moment donné a déjà fait tout le circuit et est déjà résorbé. Donc, il y a un perpétuel changement. Et donc, ces tumeurs-là peuvent donc aboutir à une trop grande sécrétion. On peut avoir également un obstacle à la circulation de cette eau. Oui. Et la plupart du temps aussi, c'est une
une tumeur C'est ça. au voisinage de ces voies d'écoulement qui peuvent bloquer le passage de l'eau. On peut également avoir une cause congénitale, une malformation, si on veut. Donc, l'enfant qui est conçu dans le ventre de la maman durant l'embryogénèse, c'est-à-dire que vous savez que quand les deux gamètes se fusionnent, on aboutit à une cellule qui va se diviser, et puis les organes vont... Tout est programmé. Donc, ça va suivre la séquence, et puis les organes vont se mettre en place. Il peut y avoir des malformations, c'est-à-dire un peu comme s'il y avait, comment on va dire, un raté dans la séquence, et puis tel ou tel autre organe ne va pas bien se développer. C'est ça, absolument. Et voilà. Absolument. Et donc, on peut avoir de ces malformations qui vont aboutir à cette hydrocéphalie-là. C'est ça. Bon, maintenant, peut-être quand on sera au niveau de la prévention, je vais vous dire ce que la maman peut faire, pourrait faire pour tenter d'éviter l'apparition de cette maladie. Très bien. Alors, on a parlé des causes probables. On a causé un peu de... Bon, alors, j'étais tenté de vous demander, professeur, comment se manifeste... Vous voulez mettre quelque chose? Si vous permettez, il y a une cause importante aussi, c'est l'infection. Voilà. La méningite, par exemple. Voilà. Bon, on ne va pas donner plus de détails que ça, mais quand la maman, pendant la grossesse, parfois elle peut tomber malade, elle peut contaminer cette maladie, surtout si elle est infectieuse, l'enfant peut attraper cette infection-là. Pendant l'accouchement même, à la sortie par les voies génitales, l'enfant peut s'infecter. Une raison pour une autre, l'enfant peut présenter une infection du système nerveux, c'est-à-dire une méningite en général, qui va se terminer par cette hydrocéphalie. Parce que ce qui se passe au cours de cette méningite, vous voyez les structures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont chargées de résorber le liquide, peuvent être détruites par la méningite, par exemple. Parce que ce qui se produit au cours de la méningite, il va y avoir une sécrétion de protéines en plus grande quantité. Donc le liquide qui était fluide au départ va s'épaissir, va devenir très dense. Or, ces structures ne sont pas conçues pour absorber du liquide très dense. C'est ça. L'autre chose aussi, c'est que à cause de la méningite, cette infection-là, ces structures peuvent s'inflammer. Et donc vont être détruites, ils vont plus jouer leur rôle. Et à partir du moment où le liquide ne peut plus se résorber, on va avoir l'hydrocéphalie. Donc on a beaucoup de situations comme ça dans le service où on a affaire à des enfants hydrocéphales dont l'origine est simplement de la méningite. Ah oui, absolument. Oui, on en a beaucoup. C'est d'ailleurs l'une des causes les plus fréquentes d'apparition après la cause congénitale, la cause la plus fréquente dans nos milieux, c'est la méningite, c'est l'infection. Absolument. Et cela nous pousse directement dans les préventions, parce que quand je parlerai des préventions, prévention déjà au niveau de la maman, qui doit prendre ses distances d'abord pour disons, prévenir un cas éventuel, c'est-à-dire donc prévention, ça concerne déjà la maman, qui donc si elle a conçu, je crois qu'au niveau des consultations prénatales, par exemple, il y a un certain nombre de choses que le gynécologue ou la gynécologue doivent lui dire et tout. On doit voir tous ces angles-là. Il n'y a pas que les autres angles qu'on connaît couramment. Mais il y a aussi ça que les gens doivent savoir pour prévenir l'hydrocéphalie. Bon, il faut alors prendre ceci, il ne faut plus manger ceci, il ne faut pas prendre cela. On dit ça à la maman pendant tout le parcours, et puis on prend cette disposition-là. Bon, alors, vous voulez peut-être placer un mot, parce que... je voulais vous demander, avant qu'on tombe dans les préventions pour fermer cette rubrique-là, est-ce qu'on peut voir venir le mal? C'est-à-dire, comment ça se manifeste? Une maman qui est comme ça, par exemple, je dis maman, le papa aussi est concerné. Comment est-ce qu'on peut déjà commencer à soupçonner que, attention, tel mal est en train de menacer d'une manière ou d'une autre notre enfant? Donc, la manifestation de la maladie. Le mal, comment est-ce qu'on peut déjà le voir venir, professeur? Ok, en fait, je pense qu'en résumé, vous me demandez un peu comment cette maladie se manifeste. Oui, c'était bon. Et donc, comment en faire le diagnostic? Oui. Alors, il y a plusieurs
possibilités de diagnostic. On va partir du premier, mais qui malheureusement ne se fait pas beaucoup dans notre pays, et c'est le lieu d'en appeler aux gynécologues en particulier quand les mamans viennent pour les consultations prénatales où on fait des échographies. Oui. On peut détecter le mal déjà dans le ventre de la maman. Oui. Quand le bébé grossit, on peut se rendre compte que la tête commence déjà à être grosse dans le ventre de la maman. On parle de diagnostic anténatal, avant la naissance. C'est ça. Je vais me permettre de dire que malheureusement, c'est un peu appareil dépendant et parfois un peu opérateur dépendant. C'est-à-dire que ce n'est pas dans toutes les situations où l'hydrocéphalie se développe déjà pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa maman qu'on arrive à le détecter. C'est cela. Malheureusement. Mais quand on le détecte, ça permet de gagner du temps sur le traitement dès que le bébé sort du ventre de sa maman. Parce que c'est un peu une cause de vitesse. On y arrivera quand on parlera de traitement. Absolument. Chez l'enfant qui est déjà sorti et qui a fait une méningite par exemple ou autre chose, en fait la maman qui s'occupe de son bébé tous les jours se rend compte à un moment donné que la tête de l'enfant commence à grossir. Ça l'inquiète, elle vient en consultation. Parfois, on peut leur montrer, pendant que l'enfant n'a pas encore 2 ans, de mesurer la tête du bébé à une certaine fréquence et de se rendre compte que quand on a telle mesure, on est encore dans les normes, mais quand ça dépasse cette norme, c'est que la tête de l'enfant commence à grossir et que tout de suite, il faut venir à l'hôpital. Ça, ça se fait dans les consultations postnatales avec les sages-femmes ou les pédiatres. On arrive à rattraper certains cas comme ça. Ah oui. Oui, parce que pour le traitement, il faut aller très vite. C'est ça. Malheureusement, dans pas mal de situations encore, ce n'est pas possible et les mamans arrivent un peu tardivement avec l'enfant. Et voilà. Maintenant, chez l'adulte, chez l'enfant dont la tête est déjà soudée ou chez l'adulte, je vous avais dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle hypertension intracrânienne, c'est-à-dire que l'eau qui est trop pleine dans le crâne va provoquer une augmentation de la pression, donc au-delà de la pression normale que le cerveau peut supporter. Et donc il va commencer à présenter des signes, ce soit des céphalées, des maux de tête, ce soit des nausées ou des vomissements, même en dehors de toute nourriture, il peut avoir des vomissements, une certaine fatigue, une certaine apathie, faiblesse. Et ce sont des signes qui allaitent, mais qui malheureusement ne sont pas spécifiques de cette maladie. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes signes. Donc il faut qu'on vienne à l'hôpital et que le spécialiste puisse consulter, faire son diagnostic et demander des bilans complémentaires pour poser le diagnostic. Alors, mais il faut forcément de l'imagerie pour poser le diagnostic. C'est cela. Je crois que nous mettons comme ça le pied directement dans les préventions d'ordre général. Donc on va peut-être brosser un peu les préventions avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs pour leurs questions. Alors, donc, prévention pour prévention, est-ce que, en règle générale, on peut déjà donner des conseils dans ce sens-là aux mamans, aux papas, aux mamans, aux papas, par exemple, pour que, de façon périodique, ils puissent faire ci et ça pour prévenir, sait-on jamais, pour prévenir ce mal-là, sait-on jamais, quoi. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez en dire un mot, professeur? Donc, si vous permettez, juste avant d'aboutir à la prévention, on va déjà parler du traitement. Voilà. Puisque après, on va ouvrir l'antenne. Le traitement de cette maladie, comme je l'ai dit, il faut aller très vite, avant que le cerveau ne soit détruit par la trop grosse quantité d'eau. C'est ça. Donc, dès qu'on a des signes, donc la tête qui grossit, ou alors tous les signes que j'ai cités tout à l'heure, il faut vite venir à l'hôpital, vite faire l'imagerie, qu'on sache s'il y a une hydrocéphalie. Alors, les différents traitements, c'est comme s'il y a un obstacle à la circulation de cette eau, il faut dériver le liquide. Il faut le faire passer ailleurs pour qu'il continue à être résorbé. S'il y a un obstacle, il faut enlever l'obstacle pour permettre au liquide de circuler. Si c'est une tumeur des structures qui produisent l'eau, on peut aller jusqu'à
brûler une partie de ces structures-là, réduire la taille de la tumeur pour réduire la quantité d'eau qui est produite. Et on parle, la plupart du temps, ce que nous faisons ici, c'est pour dériver le liquide. On parle de dérivation. Il y a plusieurs types. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails ici, mais on met un tuyau dans la tête qu'on fait descendre jusque dans l'abdomen, pour le plus simple, pour faire passer le liquide directement dans l'abdomen, dans le péritoine, où il y a un site de résorption aussi. Donc, ça permet au moins à la tête de ne plus grossir, et ça permet quand on fait les choses rapidement avant que le cerveau ne soit laminé, ça permet à un enfant de se développer. Je me permets de dire ici que dans le monde, il y a eu des présidents de la République qui étaient des hydrocéphales, qui avaient une hydrocéphalie. Oui, tout à fait. Quand c'est pris en charge très vite, l'enfant se développe comme tout le monde, normalement. C'est cela. Il faut juste poursuivre la surveillance jusqu'au bout, c'est tout. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour la prévention, pour dire juste un mot, la seule prévention qu'on peut faire, c'est on conseille au moment de prendre de l'acide folique. Là, pendant longtemps, quand on a commencé à demander au moment de les prendre, elles étaient déjà enceintes. Elles prenaient pendant qu'elles étaient enceintes, jusqu'à un certain âge de la grossesse. Mais en fait, on s'est rendu compte que il aurait fallu que la maman prenne cet acide folique avant même de tomber enceinte. Donc, quand il y a un désir de grossesse, c'est-à-dire qu'avant la conception, il faut avoir commencé l'acide folique. Donc, si la maman a un désir de grossesse, si dans la famille ils ont un désir de grossesse, ils doivent déjà commencer à prendre l'acide folique avant d'avoir des rapports fécondants et tout. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, mais non, à partir du moment où dans le couple vous désirez avoir un enfant, ben vous commencez ça. Ça permet, ça ne veut pas dire qu'à 100% vous allez éviter d'avoir un enfant hydrocéphale, mais on réduit les risques comme ça. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, au sein de notre société de neurochirurgie, il y a des activités qui sont prévues dans ce sens pour éduquer la population. Exactement. À un moment donné par rapport à tout ça. Il faut informer la population. Tout à fait. C'est prévu, très bien. C'est en cours. Professeur, merci infiniment. On va peut-être, avec votre permission, on va donner la parole aux auditeurs, je crois, puisqu'on a déjà divisé le temps en deux. Voilà, il va être presque... Voilà, donc on va demander à Ghislain, à Gbangba, de l'autre côté de la baie vitrée, de donner le pouvoir de la parole aux auditeurs. Préoccupation des auditeurs. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Premier auditeur pour ce soir, je présume que c'est Simon Narcisse. C'est lui? Oui, salut, c'est toi. On se connaît là. Oui, c'est sûr. Je remercie votre invité. Voilà. Je voudrais poser une question tout terre à terre pour en tout cas le commun des mortels, quoi. Oui, allez-y. Parce que souvent on a conseillé la consommation de l'eau. Et nous consommons de l'eau moins par rapport au poids. Oui. La santé de l'homme en général. Oui. Mais voilà qu'on parle d'eau dans les organes, enfin, spécifiques quelque part, et ça crée donc un mot technique qui est sorti là. Bon, moi j'ai oublié ça. Mais quand même, est-ce que la consommation d'eau, par rapport au poids que les gens conseillent à tout là et qu'on utilise, est-ce que ça peut avoir un effet sur ce mal-là en question? C'est cela. C'est vraiment une préoccupation pour l'homme de rue, quoi. Merci beaucoup, Simon Narcisse. Merci d'avoir appelé. Il va répondre tout à l'heure, professeur. Ok. Allez, merci. Deuxième auditeur pour ce soir. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Oui, bien sûr. Comment vous allez? Oui, mais bien sûr, c'est Radio Cotonou. Je vais super bien. Oui. C'est monsieur? Tourou, c'est mon ami Jean-Marie Houi. Jean-Marie Houi, hein? Oui, Tourou, c'est mon ami. D'accord, allez sur votre question, s'il vous plaît. Merci à votre auteur. Oui, ok. Je voulais vous poser 2 questions. Oui, allez-y rapidement. La première question est celle-ci. Il y a dans des familles qui sont nées comme ça. Oui. Bon, le second, et quand les mamans là, quand elles font coucher le bébé pour le faire boire les tisanes là, il ne peut pas absolument que l'eau rentre dans le crâne pour les enfants là. Ça peut créer aussi ce problème. Ah bon. C'est toute ma question. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Oui. Il va répondre tout à l'heure. Et voici un 3e auditeur au titre de ce soir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bien sûr, je comprends. En tout cas, je rappelle le 01 68 87 67 00 pour les femmes. C'est le numéro auquel vous pouvez appeler. 01 68 87 67 00. Alors que les hommes peuvent appeler au 01 50 52 52 73. Je dis bien 01 50 52 52 73 pour les hommes. Professeur, c'est vrai que le thème peut paraître, je ne sais pas, du chinois peut-être pour certains auditeurs, parce que quand vous dites hydrocéphalie, c'est bien ça? Oui. Hydrocéphalie. Moi-même, quand vous m'aviez dit le thème la première fois, et pourtant, c'est de la médecine pure. C'est de la médecine. Hein, c'est de la neurologie pure et dure. Donc, je crois que il y a des maladies qu'on ne connaît pas toujours. Hein? Et je crois que c'est peut-être ce qui tarit un peu les appels ce soir. Nos auditeurs ne connaissant pas tellement ce thème, mais avec les explications que vous allez donner tout à l'heure, je crois qu'ils vont davantage, ils vont comprendre. Et tout ce que vous aviez dit il y a un instant avant qu'on ouvre l'antenne, je crois que c'est suffisamment éclairant. Et il faut entrer dans ce thème-là, il faut entrer dans ce sujet pour pouvoir prendre des précautions préventives. Tout à fait. Oui, tout le monde est concerné, papa, maman, tout le monde. Absolument. Professeur, à moins que vous ne veuillez déjà répondre aux 2 ou 3 premiers auditeurs pour qu'on gagne du temps, quoi. On peut. C'est comme... Alors, donc, le premier auditeur, vous pouvez y aller. Ok. Juste avant, Simon Assis, oui. Juste avant de lui répondre, il faudrait aussi peut-être rappeler, c'est une affection qui a toujours, très souvent dans le temps, été considérée comme, comment je vais dire, quand un enfant naît hydrocéphale, avec une grosse tête, on le qualifiait de Torosu. Absolument. De enfant des dieux qui ne devraient pas exister dans la famille. Et il y avait des infanticides. Les parents. Oui, tout à fait. On arrachait l'enfant à la maman et puis
Il y a eu dans des villages où il y avait des cours d'eau, on mettait l'enfant dans un panier, qu'on met sur le cours d'eau et puis le cours d'eau emporte l'enfant avec le panier. Et puis voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir expliquer à la population qu'il y a des offres de soins et que avoir une hydrocéphalie, a priori, n'est pas une fatalité. C'est ça, à condition de s'en occuper. C'est très important ce que vous dites. Voilà. Donc, il faut vraiment, en fait, cette émission est intéressante dans le sens où ça peut parvenir au moins à certaines personnes qui, à leur tour, pourront répliquer ça autour d'eux pour que, de fil en aiguille, même dans nos villages reculés, les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on peut traiter cette affection et qu'on n'a pas besoin d'en arriver à ces extrémités avec ces enfants, parce qu'ils sont en rien des génies ou des drossos. C'est des enfants comme tout le monde. Ils ont juste eu le malheur d'avoir une malformation, mais qu'on peut gérer. C'est ça, absolument. Voilà, donc pour répondre à Simon Narcisse, la consommation de l'eau, l'homme est constitué, quand vous naissez, vous êtes constitué à 70 à 80% d'eau. Hein. Et en grandissant, cette eau s'est réduite, d'accord, mais l'homme, sans eau, l'homme ne peut pas vivre. C'est sûr. Et donc, forcément, si l'homme a été conçu comme ça, la consommation de l'eau ne peut pas, dans une certaine mesure, quand tout est respecté, le rendre malade. Et donc, ça ne peut pas lui provoquer la consommation d'eau ne peut pas provoquer un trop plein d'eau dans le crâne. En tout cas, ne provoque pas l'hydrocéphalie dont on est en train de parler ce soir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Vous devez consommer de l'eau pour faire marcher vos reins et donc pour nettoyer votre organisme, c'est très important. C'est ça, absolument. Pour répondre à Monsieur Jean-Marie, alors oui, il a tout à fait raison. Il y a dans les familles où on est avec une grosse tête sans que ce ne soit une maladie. Ils ont une tête grosse naturellement et de génération en génération, ils auront une grosse tête sans que ce ne soit une hydrocéphalie. Donc, et de toute façon, ils ne présenteront que cette grosse tête-là. Ils ne présenteront pas d'autres signes qui vont... ils sont pas malades, qui vont se développer normalement et tout. C'est cela. Et les mamans qui font boire des tisanes de façon forcée à leurs enfants qui est couché, non. C'est pas de cette façon que l'eau rentre dans la tête. Parce que dans le crâne, les structures nerveuses sont très bien protégées. Le crâne, la colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle les enveloppes du système nerveux. Donc les enveloppes des nerfs, les enveloppes du cerveau, qui isolent ces structures nobles quand même de l'extérieur. Donc on peut pas... Ce n'est pas de cette façon que ça se passe. Forcer un enfant à boire une tisane couché et tout, ça peut entraîner d'autres choses, des fausses routes par exemple, où l'enfant peut s'étouffer, oui, mais c'est pas ça qui va provoquer l'hydrocéphalie. Absolument. Voilà. Je crois que vous avez fait le tour pour ces premiers intervenants. Exactement. Alors je vous propose un zeste de musique légère en attendant les autres appels. Justina Gwamba. Absolument. Musique légère pour le tapis de cette émission que tout le monde écoute. Tout le monde peut écouter. Qu'on parle français, qu'on parle fon, qu'on parle mina ou goût. Alors je vais donc avec la complicité du professeur, eh bien, puisqu'on s'est entendu comme ça il y a quelques instants, voyez-vous, sa volonté, la bonne volonté de faire partager ce que nous disons à tout le monde, qu'on soit fon, français, goût,
et il va donc intervenir, répondre à certaines questions en fond. C'est bien ça, professeur. Vous pouvez y aller, hein, assis dans le main. Et faut mettre main bien, c'est bon. Faut checker, mais derrière moi. Allez-y, professeur. Mon doyen n'a déjà le mis dans le français pour me dire, azon, et non, jello, famille, on est mis dans les mains, village mis dans les mains. Donc, nous mis timé au fond, mais timé dans le fond, mais on est là, Ah bon, il y a un auditeur. Bon, on va le prendre rapidement et le professeur va continuer. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? C'est toujours Jean-Marie. Ah, c'est toujours vous. Oui, allez-y. J'ai un cas, quoi. Oui. Je connais un ami, il a mis au monde une fille comme ça. Oui. Et ils ont négligé l'enfant. Oui. Après, 20 ans après, l'enfant est décédé. 20 ans? Après, l'enfant est décédé. Oui. Et après, maintenant, en faisant faire le second enfant, ils ont encore fait, en tout cas, le même bébé, avec la grossesse. Ah. Et je me demande si c'est la famille est née comme ça, je ne sais pas. Merci à tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, il va choisir de répondre à cette question ou de continuer en fond pour ne pas pénaliser les fonds qui écoutaient. Et puis après, vous allez répondre à cette préoccupation. Vous choisissez, professeur. Je vais continuer en fond rapidement. Oui, d'abord. Et on va répondre par la suite. Oui, voilà. Donc, notre petit main là, donc, Rodé Domini, et Djaka Domini, donc, il est au fond, oui, nous, moi, Domitan, il est sur la mort, nous, jamais. Azon, les Rodé Domini, oui, il y a dans français, oui, hydrocéphalie. Fond, oui, il y a dans, et j'ai vu, bon, via, étant, poto, talahoko, allo, oui, sous-soumet, et t'attends Jackie Claudie, bon, maintenant, ben, Pachaï, et donc, des dans blog, mais il y a d'autres, il y a, là, il y a, vivement, quand on est, et dans tant que bon, il y a un nombre, mais il y a d'autres, il y a un monde, nous barabara, alors que, à Zondé, il y a un traité, il y a un bois, il y a un mini-do, il y a un boison, et bien, il y a un oiseau. Donc, nous comprenons le phénomène de fille, des djibos, t'attends mon conscient. Si il y a l'autre caméra, si on n'a pas caméra, nous m'épi. Moi, je vais te résoudre, je vais te montrer, je vais te voir, sinon l'autre caméra. Mais si on n'a pas pour vider les mains. Et qu'on a Claudien. À zone, on a un pour une année, on a qui Claudie, si on a support l'autre caméra. Et quand support l'autre caméra, et nos cerveau dit, bon, cerveau en anglais. Donc, viens ça aussi sous les mêmes bidons, et ça aussi, ouais, non, les mêmes bidons. Et quand il y a mon bâtonnement, boison, amassin, et non, filet, non, tant que mon sous mes bidons. Mais, il donne, il y a où à ce temps. Maman, non, rien, qui blé le cerveau, le nez, donc, à ce moment, avancé des ben non nous coconons mettant là et mon roi et adoro congé non et avancé les ben yoro et non en fait pour fordin ouais des et non nambo nous à un moment quand on est ma non fiou bon oui les gars consultation et les ouais non naï mais j'ai hado bon avancé les na waso quand non na ko je no nji chobo na moho donc nous étions dans le vibao bolo ndé non blobo non to moho bloyo mi no plan edi no edo na jama si mon quand on nous dit for dine ni na je no nji chobo na moho eni ono go alobo no mo quand on les on a ja donc mi dona da do to jibo to vile na si mon jeme bon en go alo do kai na ekpolo iwa o mi gon to kwi ekpo iwa support donc azo po nu mi ba mi le nombro donc anyway zombo mon do fond we mi pele de so ena yi nu kon o ena yi to vile Attention, professeur. Merci beaucoup. Professeur. Non, mais c'est vrai, absolument. Il faut partager à tout le monde. Et donc, une partie de fonds aussi, parce que, vous savez, nos populations, ou alors nos auditeurs,
tout le monde ne comprend pas français. Et tout le monde, disons, a le droit à l'information. Tout à fait. Tout le monde a le droit à l'information scientifique. Et c'est très clair, ça. Donc, c'est une très belle chose que vous ayez expliqué ce savoir-là. En fond, également, à une autre occasion, ça va être peut-être en goût, pourquoi pas. Ou en Mina. Vous parlez Mina, professeur? En Mina, on peut essayer. Vous en pouvez goût, essayer. Ça va être plus compliqué. Malheureusement, le temps est parti. Oui. Le temps est parti. Je crois qu'on a que une quinzaine de minutes, peut-être un peu moins, mais à une autre occasion, vous repasserez parce que, pour expliquer dans 2 autres langues, pourquoi pas, bien sûr, et puis en français. En attendant qu'on reçoive encore d'autres auditeurs qui pourront exprimer leurs préoccupations en français, étant donné que c'est une émission en français. Oui. Carrefour Santé, c'est français, mais il n'est pas superflu, il n'est pas exclu que on mette ces informations à la disposition de tout le monde. On continue en musique légère. Je crois qu'il y a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, oui, bonsoir. Je salue votre invité. Ok, C'est Rodrigue Akapi. très bien, allez-y. Je vous appelle depuis Copoteau. Oui, allez-y pour la Je question. voulais demander à votre invité si, au niveau de l'échographie, là, Oui. ça peut révéler une telle maladie. Ok, merci beaucoup. Très bien. Quelles sont les précautions à prendre en même temps? Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Voilà. Un autre auditeur au bout du fil, à moins que le professeur Ali Khonou, voilà, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui se signale. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Oui, comment ça va? je vais bien chez vous. Oui, ça va. Vous êtes monsieur? Pourquoi on arrondit à Oui. Allez sur la question, s'il vous plaît. Le temps est parti. D'accord, je remercie le docteur Oui. avec toutes les explications. Oui. Je voulais lui demander ce soir si la maladie dont on parle est guérie au Bénin. Si oui, ça peut faire parce qu'on voit les enfants comme ça, donc ils parlent avec bande en tête, avec les sérums où les parents sont obligés de demander des aides. Est-ce que c'est la guérison qui fait ou bien, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas parlé un peu de la guérison. C'est Est-ce cela. que ça coûte cher au Bénin? Ok. On veut savoir. C'est bien compris. Merci d'avoir appelé. Je crois que vous devez être le dernier auditeur en ce moment pour cette émission. Le temps pour professeur Ali Khonou de répondre très succinctement. Je crois qu'il y a 2 questions, 2 ou 2 ou 3. Il y a 3 questions. Voilà, donc vous répondez Je vais y aller rapidement. Voilà. Donc pour revenir à la question de M. Jean-Marie, c'est sur l'hydrocéphalie chez 2 enfants dans la même fratrie, c'est-à-dire les parents ont eu successivement 2 enfants qui présentaient. Oui, ça peut arriver, c'est des situations un peu rarissimes, mais ça peut arriver. C'est cela. Et le drame, c'est l'hydrocéphalie peut se terminer par la mort, effectivement, si rien n'est fait. C'est ça. Ou si l'enfant est vu très tardivement C'est et ça. tout, ça peut se terminer ainsi, malheureusement. Et quand ça arrive par 2 fois dans le même couple, ça pose vraiment d'autres problèmes, d'autres psychologiques, de manque de confiance en soi et ce qu'on comprend parfaitement, pour chercher encore à faire d'autres enfants. Ils ont la hantise d'en faire encore un 3e, et ça peut même aller jusqu'à la séparation du couple. C'est ça, absolument. C'est d'autres problèmes que ça peut créer. Maintenant, il y avait une question sur l'échographie. Si l'échographie peut révéler la maladie et quelles sont les précautions à prendre en même temps. Ben oui, l'échographie transfontanellaire chez l'enfant qui n'a pas encore soudé les os de sa tête et dont la fontanelle est encore ouverte, c'est-à-dire le trou qui est en avant, devant là souvent, ou qui est battant que les mamans voient, surveillent, avec lequel les mamans surveillent leur enfant. C'est ça. Par ce trou, on peut faire une échographie, parce que quand la tête est soudée,
les ondes d'échographie ne peuvent plus passer. Donc on utilise cet orifice pour faire l'écho. Et quand ça peut montrer l'augmentation de volume des cavités qui sont dans la tête, mais l'examen idéal, c'est de faire au moins un scanner. Parfois, en fonction d'autres besoins, on peut être amené à faire une IRM. Ça. Donc, c'est les 3 types, en gros, d'imagerie qu'on peut réaliser pour mettre en évidence l'augmentation de volume de ces cavités-là. Et ce qu'il faut faire, il faut venir tout de suite à l'hôpital. Dès que c'est vu, il faut plus traîner, il faut venir à l'hôpital pour que le spécialiste puisse vous dire exactement ce qu'on peut encore faire. C'est ça. Alors la dernière question, ça nous permet de faire une transition sur la dernière absolument. Question qui demandait si ça se guérit au Bénin. Je vais vous répondre oui, et catégoriquement oui, ça peut se guérir au Bénin. Ouais. C'est peut-être un trop gros mot en disant guérir, mais on peut redonner à la personne la possibilité de grandir, si c'est un enfant, de grandir normalement. Et comme je le disais tout à l'heure, avoir une hydrocéphalie n'est pas forcément une fatalité. On peut avoir une hydrocéphalie, si elle est bien traitée, bien suivie, bien gérée, l'enfant peut grandir normalement jusqu'à être, comme on dit en griffe, un grand quelqu'un dans son pays. Absolument. Voilà. Si ça coûte cher, oui, les traitements en général, tout ce qui est chirurgie coûte un peu cher. C'est sûr. Je vais dire ça comme ça, le tuyau qu'on utilise pour dériver le liquide, enfin pour amener le liquide qui est beaucoup dans la tête vers un autre endroit où il peut circuler, ce tuyau peut coûter des milliers de francs. Oui, forcément. En fonction du type et en fonction de qui fabrique ça. Mais nous, au Bénin, on utilise une forme que les Indiens fabriquent et qui ne coûte pas, on va dire, trop cher. Trop cher. Quand les autres sont à près de 500 000, celui-là est autour de 80 000 à peu près. Absolument. Donc, on arrive quand même à soigner nos enfants et même les adultes avec ça. Formidable. Pour répondre à la question. Formidable. Merci. Professeur Thierry Alironou, infiniment merci. Vous êtes dense, vous le savez ou vous ne savez pas? Vous ne savez pas. On ne peut pas être venu d'un baobab, suivez mon regard, on peut pas être descendant d'un baobab, de la trempe du professeur, de l'éminentissime Père son âme, un professeur émérite Joseph Alironou, et ne pas aussi avoir la presque même densité, j'allais simplement excuser du peu. Alors, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, on va certainement vous faire appel à nouveau, à une autre occasion. Mais, merci d'avoir pu donner ce savoir-là à nos auditrices et à nos auditeurs. Et cette émission est à présent terminée. Merci. Dieu vous bénisse, professeur. Et vous aussi. Sur la technique, c'était Ghislain Agbangba. À la régie, c'était René Tatou. En direct avec vous au microphone, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouvera mardi prochain si Dieu le veut. Dieu vous garde. Bye bye. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.